Euh, j'ai le petit message qui. Euh, et ouais, mon rapport à l'éco-construction, c'est que j'ai eu l'occasion de faire une éco-rénovation il y a maintenant 17 ans. Et vraiment de manière, enfin, en fait, de manière étonnante, je travaillais pas du tout dans l'éco-construction, mais en tant que journaliste, je travaillais déjà sur des questions d'écologie. Et malgré ça, quand il s'est présenté le choix des matériaux, hyper naturellement, la question, enfin, les huisseries bois était une évidence, les enduits à la chaux étaient une évidence, tout simplement parce que c'était des savoir-faire qui étaient à la fois accessibles si on souhaitait participer au chantier et qui étaient des matières nobles, durables et performantes. Donc voilà. Voilà pour la brève présentation. Et puis voilà, je pourrais revenir sur le casse-tête des matériaux quand on ne sait pas comment choisir. Oui, Voilà, oui. des Eh ben astuces. écoute, on va faire ça tous ensemble, sans problème. Donc là, je viens seulement de lancer l'enregistrement, donc il y a certaines personnes qui regardent en replay et qui ont été pris au milieu de la conversation. Donc mea culpa, c'était la présentation du coup de Virginie Jourdan, qui est la directrice en chef de la maison écologique. Et, et Rédactrice en puis, chef, hein, directrice, ce serait pardon, rédactrice en chef. un petit peu, je croulerais sous trop de missions là. Non, mais aujourd'hui, tu as le droit. Aujourd'hui, tu as le droit, Virginie. Ouais, ouais, ça va, non, ça me va très bien. Très bien. Et puis, on a aussi pour nous accompagner Olivier. Bonjour Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il Bonjour, te plaît? bonjour à tous. Donc Olivier Baraldi, j'ai rejoint Twiza en 2021 pour la partie menuiserie. Alors pour vous faire état rapide de mon profil, j'ai commencé à rénover une première maison en pisé en 2006-2007 avec des matériaux écologiques. Et pour ceux qui ont connu il y a 20 ans, c'était un petit peu compliqué de trouver un peu de laine de mouton et de chanvre pour faire quelque chose de sain. La chaux, ça allait encore. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé du sens On voit, bah, je dois écouter. Enfin, Ah, eh ben, voilà. il y a Gabin qui Micro, va, il y a Gabin qui voulait dire quelque chose, je Et, crois. pas tout de suite, hein. C'est bon, vas-y, excuse-moi Olivier. Donc voilà, c'est l'écologie, ça fait un moment que ça me préoccupe et puis bah c'est quand même l'avenir de plus en plus, on s'en rend compte. Et donc je me suis reconverti dans le bâtiment ensuite à cette passion-là et j'ai fait du tout corps d'état, j'ai rénové beaucoup de maisons, j'ai fait du neuf et puis j'ai rejoint en 2010, je me suis spécialisé menuiserie en fait dans un énorme négoce régional en Rhône-Alpes. Et j'ai bossé 10 ans dans ce négoce. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai rejoint Twiza parce que j'avais besoin de trouver un sens beaucoup plus pragmatique à ce métier. Parce que faire des villas et des lotissements, ça commençait un petit peu à m'amuser. Et avec du polystyrène et de la laine de verre. Donc chez Twiza, j'ai vraiment trouvé du sens avec tous vos super projets complètement perchés en bois, en terre, en paille, et je trouve ça génial. Donc c'est un vrai plaisir que de faire valoir toute mon expérience et puis de contribuer à ces projets-là. Donc c'est pour cette raison que j'ai rejoint Twiza il y a ouais, 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans je crois. Donc voilà, donc je m'occupe un petit peu de l'aspect technique et puis de vous accompagner sur vos projets. Donc on a regardé un petit peu les questions, puis on va essayer de répondre autant que possible à vos préoccupations. Eh ben écoute, c'est top Olivier. D'autant plus que Twiza est souvent connu, en particulier pour ses chantiers participatifs. Et aujourd'hui, c'est bien de t'avoir parce que tu représentes la branche du groupement d'achat des menuiseries chez Twiza. Et il y a d'autres groupements d'achat qui existent également chez Twiza. C'est-à-dire qu'il va y avoir des poêles, il va y avoir de la ventilation, il va y avoir des systèmes électriques. Donc tout le monde n'est pas forcément au courant de ça. Donc c'est vraiment super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que voilà, tu as moins la lumière, on va dire, que peut-être Théo ou peut-être Odile, qui est vraiment au contact des membres actifs de manière quotidienne. Et ok, très bien. Alors, ceci étant dit, la structure de notre appel aujourd'hui va être en 3 points. Donc, on va parler de la ventilation. On a choisi ces points parce que c'est des points qui revenaient souvent et des questions qui venaient souvent. Donc, on va parler un petit peu de la ventilation, comment optimiser sa ventilation dans l'habitat, et comment les menuiseries peuvent aider à faire cela. On va parler des matériaux parce que des fois, bah, c'est compliqué de savoir quel matériau choisir et quel matériau va tenir le plus longtemps, comment est-ce qu'on traite ces matériaux peut-être, comment est-ce qu'on les entretient. Et puis on va parler Soussou, on va parler moula, on va parler budget avec ben, qu'est-ce que
où trouver les meilleures affaires, dans quelles affaires ne pas finalement mettre le pied parce que ça peut être dangereux sur le long terme, puisqu'ici on réfléchit forcément sur le long terme. Euh, eh bien, je vous propose de commencer sur ce qui va être le paradoxe, je l'ai appelé comme ça, le paradoxe de la ventilation. Est-ce que peut-être, Olivier, tu voudrais nous dire un mot sur le fait qu'aujourd'hui, on s'obstine et puis on travaille dur à avoir des maisons qui soient bien étanches à l'air. Et puis, toi, tu viens et puis tu fais poser des fenêtres avec des entrées d'air dans la maison. Donc, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Comment est-ce qu'on gère cette ventilation? Oui, alors, dans l'idée, en fait, avant, on se posait moins la question, hein, dans les années, je sais pas, 70, peut-être un peu 80, les fenêtres fuyaient un petit peu de tous les côtés, donc la ventilation se faisait relativement naturellement, soit parce qu'il n'y avait même pas de joints, ou des joints un petit peu fébriles, donc les maisons se ventilaient relativement, et puis plus on a voulu faire de la performance et isoler les maisons, plus on se retrouve avec un phénomène qui est, ben, en fait, si on a envie de vivre dans un tupperware, on va avoir un sérieux problème, en fait parce qu'on a besoin de plusieurs choses au niveau de notre vie en intérieur. C'est qu'il faut renouveler l'air, il faut de l'oxygène frais, il faut évacuer l'humidité, parce qu'on respire, parce qu'on a des plantes, parce qu'on a des animaux domestiques. Il faut évacuer l'humidité des salles de bain, de la cuisson, de la cuisine. Il faut évacuer les polluants intérieurs, même si on est tous d'accord qu'on va mettre des peintures écolo. Mais bon, on a quand même des polluants intérieurs qui ont besoin d'être évacués. Donc en fait, on doit renouveler cet air. Donc aujourd'hui, on est dans l'idéal de faire une maison autant que possible passive et autant que possible étanche et hermétique, quand bien même il faut qu'on renouvelle cet air. Donc en fait, d'une part, on va faire des fenêtres de plus en plus étanches, mais si on les fait trop étanches, à un moment, on va s'asphyxier. Donc on a quand même ce minimum qui est, il faut rentrer un peu d'air. Donc à l'époque, on ne se posait pas la question, l'air se faisait tout seul. Plein de vieilles maisons, si vous avez un peu souvenir de ça, mais des vieilles maisons, en fait, il n'y avait pas de grille dans les fenêtres, hein, c'était tout, il n'y avait pas de problème de grille. D'ailleurs, quand on change les fenêtres en rénovation sur ces maisons-là, quand j'étais en négoce, j'avais souvent des gens qui disaient, je veux pas de grille, j'en avais pas, j'en veux pas non plus maintenant. Ben, si on n'en met pas maintenant, là, vous aviez des fuites, donc vous ne le voyez pas, mais si on n'en met pas maintenant, vous allez avoir une condensation qui va se former de partout et vous allez avoir des problèmes d'humidité, de moisissure en quelques mois, pour vous donner une idée. Donc, ça va très très vite. Donc en fait, aujourd'hui, à l'époque, on mesurait pas la quantité d'air qu'on renouvelait, elle était colossale. Donc en fait, on chauffait un petit peu une maison en gruyère hein, qui était perforée de tous les côtés. Donc on gérait pas la ventilation, on ventilait à outrance au gré du vent en gros. Et puis on chauffait en conséquence de ça. Donc on maîtrisait rien. Aujourd'hui, on maîtrise l'étanchéité d'une maison de plus en plus. Donc on fait des fenêtres de plus en plus étanches, mais quand bien même on ventile. Donc voilà. Donc maintenant le compromis à trouver, c'est à quel point on rend étanche une maison. Et de toute façon, malgré ça, il faut ventiler avec un débit d'air qui sera le même, quelle que soit l'étanchéité de la maison en fait. Si vous voulez, je vais développer un petit peu sur ce sujet. Pour vous donner un ordre de grandeur, alors ce n'est pas des chiffres exacts, mais en gros, on évoque souvent quelque chose comme 30 mètres cubes heure de renouvellement d'air par personne dans une maison. Donc, c'est pas vraiment comme ça que ça se calcule, mais bon, ça fait à peu près 120 mètres cubes heure à renouveler dans une maison si on est quatre. Mais en fait, c'est plus par pièce. On raisonne par salle de bain, cuisine, pièce de vie. 30 mètres cubes heure 30 mètres cubes heure pour une personne, c'est marrant parce que ça fait une chambre de 12 mètres carrés avec un plafond de 2 mètres 50. En gros, on renouvelle l'air d'une chambre, d'une pièce pour une personne en une heure. C'est ça le débit d'air qu'on essaye d'avoir quand même en renouvellement. Donc, au niveau des ventilations, il y a quatre types de VMC. On va même peut-être dire cinq. Je développe là-dessus, ça vous va? Ok, good. Ah, t'as coupé ton micro, mon cher Ouais. ami. Oui, sans problème, tu peux développer. Ok. S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et en parallèle, je vous poste un petit sondage pour savoir où vous en êtes en termes dans vos choix et qu'est-ce qui est le blocage aujourd'hui le plus freinant pour vous. Donc, n'hésitez pas à répondre pendant qu'Olivier Mm. développe.
Alors, je vais vous présenter assez succinctement, hein. L'idée, c'est vraiment de vous éveiller à des choses, hein. On va pas aller au bout du bout de chaque détail. La VMC, vous avez quatre, on va dire cinq VMC, ventilations possibles. Euh, non, quatre, pardon. La première, qui est plutôt rare, c'est la VMC naturelle, qui est en fait de mettre des grilles d'entrée d'air un peu de partout dans les fenêtres et de profiter de la convection. Si possible, on met une ventilation éventuellement dans un mur ou quelque chose à l'étage, si on a une maison à étage, et on profite de la convection pour que l'air froid rentre plutôt en bas et monte par aspiration et s'évacue en haut parce que l'air chaud est plus léger et monte naturellement. Ça, normalement, on le sait tous. Donc en fait, il y a une ventilation qui se crée. Par contre, on la maîtrise pas du tout, on la contrôle pas, si on est en zone ventée ou pas. Donc j'ai accompagné des projets comme ça. Donc je sais qu'il y en a qui le font encore aujourd'hui. Donc ça fonctionne, mais on maîtrise rien en fait. Donc il y a peut-être des risques de condensation possibles, il y a peut-être des risques de surventilation, donc de perte des déperditions inutiles et dommageables. Mais voilà, ça c'est un des faits. Dans les vraies ventilations contrôlées, il y en a trois, pardon, ouais, du coup. Donc c'est ce qu'on appelle ventilation mécanique contrôlée en gros. Donc la VMC classique, qui est la VMC hygroréglable de type A. C'est-à-dire que la ventilation se met à... D'ailleurs, il y a une question de Rudy au passage, où est-ce qu'on met des grilles dans les fenêtres? Donc je vais y répondre tout de suite. Dans une maison, vous avez des pièces dans lesquelles vous générez de l'humidité. La cuisine, on fait cuire des pâtes, la salle de bain et puis un peu les sanitaires. Donc en gros, dans ces pièces-là, on crée une évacuation. Donc quand on met une VMC dans une maison, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça, c'est assez ancien, on met un extracteur par exemple dans les combles et on va aller chercher l'air dans des trappes rondes qu'on mettait dans les plafonds par exemple, qu'on met toujours dans la cuisine, dans les sanitaires et dans la salle de bain. Par contre, comme on extrait l'air vers l'extérieur pour éviter que l'humidité de ces pièces se balade au gré du vent et aille moisir dans une chambre, cet air particulièrement humide est évacué ici. Et en conséquence, si vous avez une maison qui tend à être passive et qui est ultra étanche, extraire de l'air, si vous ne faites pas rentrer de l'air renouvelé, on va avoir un problème en fait. Parce qu'à un moment, ça va faire une dépression dans la maison, c'est pas possible. Donc en fait, il faut faire rentrer de l'air frais par les pièces dites sèches. Les pièces sèches, c'est les pièces de vie classiques qui sont bureau, chambre, salon. Voilà, toutes les pièces où on génère pas de l'humidité en gros. Donc, pour résumer, on rentre de l'air dans les fenêtres, par exemple, salon, chambre, etc., bureau, et on extrait dans les pièces humides. Donc, on met une VMC hygroréglable type A qui se met en route en fonction de l'humidité et qui va se mettre plus ou moins en route. Et plus elle va se mettre en route, plus en extrayant l'air vers l'extérieur, va faire rentrer par aspiration l'air extérieur par les fenêtres. Donc, en fait, elle est contrôlée que par l'extraction et l'air frais rentrant va être la conséquence de ça, en fait. Donc, ça, c'est la VMC classique hygro A. Après, il existe la hygro type B qui, pour compléter et affiner un petit peu ce débit d'air et le contrôler un peu plus, on met des grilles d'entrée d'air sur les menuiseries qui sont un petit peu plus techniques avec des membranes. C'est mécanique, là, il y a pas d'électronique ni rien. C'est une membrane un petit peu qui se dilate en fonction de l'humidité et qui laisse plus ou moins rentrer l'air par les fenêtres. Donc elle vient compléter l'aspiration dans la cuisine ou la salle de bain. Et la grille de la fenêtre de la chambre va s'ouvrir plus ou moins pour laisser rentrer l'air extérieur. Donc là, on optimise un petit peu mieux. C'est la VMC simple flux hygro B. Ça, c'est un des best-sellers avec la double flux. Et la dernière ventilation contrôlée qui est optimisée au maximum, c'est la VMC double flux. La VMC double flux, on ferme tout, on fait un tupperware, c'est tout étanche, pas de grille dans les fenêtres et nulle part d'ailleurs. On extrait toujours dans les pièces humides, sauf que l'air extrait dans les pièces humides passe dans des tuyaux qui vont dans un échangeur. Un échangeur, ça veut dire qu'on va échanger des calories. On fait passer les tuyaux dans cet échangeur de l'extraction d'air qui est chaud, certes humide, mais qui est chaud, qui est à peu près à 20 degrés, à température de la maison. Et on l'extrait vers l'extérieur. Sauf que cet air humide qu'on évacue part avec ses 20 degrés. Et donc ça, on veut récupérer ces calories. Donc cet échangeur sert à ça, c'est-à-dire qu'on fait croiser dans cet échangeur des tuyaux qui font rentrer de l'air extérieur dans les chambres et salons. Et donc, dans cet endroit, les deux tuyaux se croisent, on récupère autant que possible des calories de l'air extérieur pour réchauffer l'air qu'on rentre à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que l'air qui rentre dans la chambre va peut-être être à 12 degrés,
alors que des grilles d'entrée d'air dans les fenêtres va rentrer à -10 s'il fait froid dehors et qu'il gèle. Donc la VMC double flux est encore plus optimisée à ce niveau-là. Et là, on contrôle complètement le débit d'air. Donc, on extrait exactement la quantité qu'on veut et on rentre exactement la quantité qu'on veut. C'est beaucoup plus précis. Donc là, c'est vraiment une optimisation de pas trop renouveler l'air. Si on renouvelle trop l'air, typiquement, quand on prend les hottes aspirantes des cuisines, il y en a qui aspirent. Je crois que c'était mon chauffagiste qui m'avait dit ça. J'ai pas vérifié l'info, hein. Mais il m'a dit que ça, il y a des hottes qui extrayaient jusqu'à, je sais plus, quelque chose comme 300-400 mètres cubes heure, un truc comme ça. Et il me disait, c'est un gouffre les hottes de cuisine parce que si vous faites cuire pendant 4 heures avec la VMC en route, vous extrayez mais 10 fois le volume de la maison en un temps record. En fait, vous mettez toute votre chaleur à l'extérieur. Donc le fait d'extraire avec un débit d'air beaucoup trop important, on chauffe d'un côté et puis de l'autre côté, on ouvre et on fait fuir l'air, donc l'air chaud. Donc voilà l'intérêt de contrôler sa ventilation en fait. C'est de renouveler ce qu'il faut pour avoir de l'air frais, oxygéné, sans humidité, avec du CO2 évacué aussi, pour pas s'asphyxier au passage, et en même temps, juste ce qu'il faut pour vivre, et en même temps, pas plus pour éviter de trop renouveler l'air et trop réchauffer l'air. Il y a Ok. un autre effet collatéral sur le chauffage qui est très intéressant, c'est que l'air humide est beaucoup plus difficile à chauffer. Donc on a intérêt à évacuer cet air humide pour avoir de l'air sec en permanent, même s'il est plus frais, parce qu'il est beaucoup plus facile à chauffer que de l'air humide. Top, top. Ça, c'est super, super intéressant. Et alors, il y a une question de Jacqueline qui nous avait été postée qui nous a été postée avant. Avant de te la poser, je vais juste mettre fin au sondage. Donc là, pour l'instant, vous devriez partager les résultats. Donc, la moitié d'entre vous être freiné par le prix des menuiseries. Voilà, donc le devis. Et c'est vrai que c'est toujours une question et un problème. Donc ça, on pourra traiter le sujet de comment justifier ce budget-là dans la partie budget qui sera la troisième partie de notre live. L'entretien est aussi donc 9 sur 30, donc un tiers d'entre vous se pose des questions sur l'entretien, notamment du bois. Il va y avoir le choix technique, triple vitrage, double vitrage, etc. J'ai un autre sondage sur les questions techniques que vous allez adorer. Et puis la ventilation au final. Donc voilà, la ventilation, c'est vrai que c'est pas le sujet. Vous faites assez confiance aux matériaux et puis on va dire aux fournisseurs et à ce qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, donc c'est une personne sur 30 qui se pose la question de la ventilation. Et du coup, on va clôturer doucement ce chapitre avec juste cette question de Jacqueline qui dit lorsqu'on a des volets fermés et que l'entrée finalement l'entrée d'air se fait à travers les menuiseries, est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire cette entrée d'air directement dans les murs? Bah, en fait, dans les questions de volets, alors ça dépend du type de volet roulant. Enfin, je suppose qu'elle parle de volet roulant parce que des volets battants, c'est étanche, pas plus que ça. L'air passe quand même sur la périphérie. Sur les volets roulants, en fait, l'air passe quand même dans les caissons et le fait d'aspirer, l'air arrive quand même. Après, il y a des gens, alors c'est vrai que c'est quand même plus étanche. Après, il y a des gens qui créent effectivement des trappes dans le placo au-dessus de la fenêtre, en fait, et qui mettent directement des manchons et qui vont chercher l'air à l'extérieur directement par là, dans le caisson de volet. Donc après, non, globalement, ça fonctionne, hein. Ok, Après, c'est sûr que ça doit freiner un petit peu l'arrivée d'air. ok, ok. Bah, écoute, on a Dominique qui nous dit Et je mettrais juste un tout petit bémol sur le fait de, pardon, puis on laissera parler Dominique tout à l'heure, un tout petit bémol sur le fait que à chaque fois que l'on va quand même percer une de ces parois ou de ces murs, on va se créer en tous les cas le risque ou l'opportunité, enfin le risque de faire un pont thermique, ce qui sera pas forcé, ce qui sera pas bon pour les isolants, ce qui sera pas bon pour la tenue du mur dans le temps. Et on a parlé tout à l'heure de l'importance de la ventilation justement pour avoir un air sain et éviter les problèmes d'humidité. Chaque perçage de mur, c'est l'occasion de créer un pont thermique, donc on essaie quand même au maximum de les éviter ou de les sécuriser au maximum, quoi. Oui, c'est ça, bien, bien, bien contrôlé. Et avec la RE 2020, tout ça, c'est déjà pris en compte, j'imagine, dans les productions de menuiserie. C'était, C'est à moi que tu... bah, c'est à Olivier ou à toi, c'est égal. Euh, Qu'est-ce qui est pris en compte, pardon? J'ai raté le sens. Comment est-ce que cette ventilation dans les menuiseries s'articule avec les exigences de la RE 2020?
Est-ce que là, il y a des risques justement de ne pas pouvoir avoir la RE? Alors, c'est pas lié à la ventilation parce qu'en fait, il faut ventiler. Voilà, il y a un débit d'air à respecter, etc. Peu importe le type de ventilation. Par contre, si on met une VMC simple flux Hygro A simple et qui n'est pas la plus optimisée aujourd'hui, ça va être d'autant plus compliqué. La RE 2020, il faut quand même savoir qu'elle est pas, elle détermine pas un UW particulier sur une fenêtre, un R particulier dans les murs. Elle résonne en global. Donc, c'est plus comme à une époque où justement il y avait un petit peu ces limites-là. Elle fonctionne vraiment sur un global. En exagérant, c'est un peu capillotracté, mais on pourrait mettre 1,50 m d'isolation en toiture et mettre des fenêtres pas très performantes. Mais évidemment, il faut quand même qu'il y ait une homogénéité de l'ensemble. Mais il n'y a pas d'exigence plus stricte que ça là-dessus. Par contre, ouais, il y a un calcul de Bébio qui est fait, il y a une étude thermique qui est faite, et voilà, il y a plein de choses qui sont faites, et tout est pris dans une forme de globalité, en fait. Donc il faut renouveler. Si c'est pas renouvelé avec de l'air suffisamment préchauffé par une VMC double flux, ben, en conséquence, il va falloir peut-être améliorer un petit peu la performance de chauffage. Ou voilà. Donc s'il y a un point noir à un endroit, il va falloir améliorer un autre endroit en fait. Ok. Je veux bien que tu me rappelles, Gauthier, le niveau est-ce qu'il y a eu un petit sondage de fait au niveau enfin, sur le niveau de compétence des personnes qui sont avec nous pour adapter au mieux le propos et savoir si on peut parfois rentrer dans le détail ou des fois revenir sur des notions un peu de base. Eh ben, c'est une bonne question et ça permettra de faire la transition vers le sondage numéro 2. Juste le temps que je le trouve, qui ça vient, ça disparaît, retour. Donc le sondage numéro 2, qui est en fait le sondage numéro un que je voulais lancer en tout premier, c'est sur les terminologies. Alors ça va pas nous dire, ça va pas tout nous dire sur le niveau technique que vous pouvez avoir dans l'audience, mais en tout cas, ça peut déjà nous donner une petite information. Donc si on parle de UW, SW, UG ou Warm Age, où est-ce que vous vous situez? Donc c'est du chinois. Je connais les noms, mais ça reste flou. Je comprends la théorie, mais je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur mon budget. Ou alors, je suis Windows première langue et je viens juste pour les détails techniques. Donc voilà, dites-nous un petit peu où vous vous situez. Et c'est, comme le dit et le disait Virginie, c'est pour adapter aussi le degré de détail dans lequel et à travers lequel on va communiquer ici. Donc il y a May qui dit que c'est du chinois. Je te rassure, tu n'étais pas du tout la seule. Là, vous êtes plus de la moitié. Et c'est vrai qu'on doit se plonger dans bah ouais, dans ces sujets un petit peu techniques pour pouvoir faire ces calculs et pour pouvoir savoir si on a les bonnes fenêtres et les bons matériaux. Si- Alors, suivant le résultat du sondage, si c'est assez rapide, si vous voulez, je peux vous faire un état très succinct de tous ces termes-là et vous les expliquer en vulgarisé, qui peut vous Ok, permettre bah, peut-être d'y voir plus clair. dites-nous dans les commentaires, mais j'ai déjà ma petite idée, Et Olivier. si vous voulez relire après pour avoir ça chez vous, il se trouve que notre journaliste Christophe Trehet a fait aussi un point sur ces différents facteurs dans le dernier élément. On en parlait tout à l'heure dans Choisir ses menuiseries. Voilà, c'est pour ça que je disais que les spécialistes peuvent se dire, mais attendez, on parle de facteurs solaires, on parle du F, on reparle du W, mais c'est bon, bah, des fois, c'est vrai que c'est pas forcément évident de rentrer dedans quand on a tous ces chiffres sur une fiche, sur une LDES, une fiche technique, c'est pas évident. Donc, je disais, c'est Tout parfait. à fait. Et ben, tu sais quoi, j'en profite pour remettre, je l'ai fait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas annoncé. Je vous mets dans les commentaires si vous êtes intéressé par le magazine, vous pouvez le commander directement. N'hésitez pas à le faire à travers le lien que je vous mets. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner, comme le sont certains d'entre vous. Ceux qui n'êtes pas encore abonnés, je vais dire ça comme ça, abonnez-vous aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc il y a toutes les infos ici. Alors, les résultats du sondage. Vous êtes plus de la moitié à ne pas parler ce chinois-là. Il y a 9 d'entre vous, donc un peu moins du tiers. Vous connaissez les noms, mais ça reste flou. Vous êtes 6 sur 34 à comprendre la théorie, mais vous ne savez pas quel impact ça peut avoir sur votre budget. Et puis voilà, vous êtes trois experts qui savaient déjà et qui maîtrisaient ces termes-là. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Olivier, si tu veux nous faire un petit point là-dessus, ce serait super.
Alors, je vous fais la version. Je vais m'attarder un peu plus sur le UW parce que c'est vraiment le sujet de discussion. Et les autres, je vais vous juste donner un petit peu les explications. Sur une menuiserie, donc vous avez le cadre de la fenêtre et le vitrage. Donc, dans une fenêtre, on parle de UF et de UG. Le UF, c'est le U-frame. Frame, c'est voilà, en gros, c'est le cadre. Et le G, c'est glace. C'est tout des termes anglais. Donc, UG, c'est la performance du vitrage. La performance du vitrage est meilleure que la performance du cadre. Parce que le cadre, il y a des joints, il y a des pertes par jonction, etc. Donc, c'est un peu moins performant que le UG. J'avais dit d'ailleurs, bah, je crois que c'est dans le magazine que j'ai évoqué ça. Attention sur vos devis menuiseries. Certains s'amusent à donner le UG des menuiseries. Le UG, c'est la performance du vitrage. Il se mouille pas bien, le vitrage, il vient pour tout le monde quasiment de chez Saint-Gobain. Donc le UG, il est bon. Il est souvent de 1,1 ou 1,0. Mais en fait, c'est le UW qui est important, le U window. Le U window, c'est le U glass, le U frame, plus des calculs un petit peu alambiqués. Donc, en général, il faut se pencher surtout sur le UW, qui est la performance d'éperdition de la fenêtre. Je vais y revenir là-dessus, hein. Je vais revenir sur le UW. Donc, attention, le UG, il est meilleur que le UW. Et c'est trompeur. Sur un devis, on voit 1,1, c'est mieux que 1,4, mais en fait, c'est pas la réponse. On s'en fout, on s'en fiche, pardon, du UG. Euh, et donc, le SW, mince, tu m'as enlevé le. Il y Ah, avait le pardon. pourcentage, j'avais la liste. Alors, excuse-moi. Non, Donc, non, il y avait on quoi? avait. SW. Le SW, c'est l'apport solaire. C'est ce qui va rentrer dans la maison. C'est un coefficient, c'est-à-dire que plus il s'approche de 1, plus vous avez de l'apport solaire. Plus il s'approche de 0, plus c'est opaque et aucun apport solaire apparaît. En fait, il fait globalement, par exemple, 0,5. C'est-à-dire qu'on mesure la chaleur en gros qui vient taper sur le vitrage extérieur et on mesure ce qui rentre à l'intérieur. Est-ce qu'on récupère presque autant que ce qu'il y a dehors ou beaucoup moins? C'est ça le SW. Donc c'est le coefficient d'apport solaire. Donc celui-là, il est assez important. Et dans les deux sens. Important pour en plein sud avoir par exemple de la chaleur pour éviter de se chauffer avec un radiateur, mais en même temps important de le contrôler pour pas qu'il y ait trop de chaleur en plein été. Donc c'est là-dessus qu'il faut calculer justement ces études thermiques. Et est-ce que on différencie la chaleur de la lumière qui passe? Donc, s'il y a plus de rayons lumineux qui passent, il y aura plus de chaleur aussi? Ou est-ce qu'on peut séparer ces deux éléments? J'ajouterais juste, je me permets juste, Vas-y. avant de repartir sur le sujet que tu dis, quand Olivier parle effectivement du facteur solaire, le choix du facteur solaire qu'on va retenir va aussi dépendre du choix de la conception de la maison qu'on a eu au départ. Dans une tiny house sur laquelle, par exemple, on a peu d'ombrage, on sait qu'on ne va pas en avoir beaucoup, mais on va quand même essayer de se protéger malgré tout du rayonnement solaire. Donc, on va aller chercher une ombre réelle. Sur des maisons plus grandes sur lesquelles on sait qu'on peut mettre des protections solaires de base, ça va aussi jouer sur le facteur solaire que tu vas pouvoir avoir sur ta fenêtre, c'est-à-dire à la fois laisser rentrer la chaleur avec le soleil rasant, la chaleur solaire, et à la fois te protéger malgré tout de la surchauffe en été, et ce qui va te permettre d'avoir enfin voilà, de laisser aussi rentrer la luminosité de manière intéressante. Donc le choix de conception de sa maison aussi aura un impact à la marge, mais on peut le prendre en compte parce que ça peut jouer sur les fenêtres qu'on peut choisir. Je te laisse poursuivre, Olivier. Bien sûr. Merci pour tes précisions. Zut, qu'est-ce que je disais? Apport solaire, et oui, tu parles de lumière. Il y a aussi un coefficient qu'on prend un peu moins en compte, mais qui a son importance, c'est le TLW, c'est la transmission lumineuse. Donc ça, c'est la capacité à laisser passer de la lumière. Donc ça, c'est aussi un coefficient qui est donné dans les menuiseries. C'est la luminosité, c'est pas l'apport solaire, c'est pas la chaleur, c'est vraiment la lumière. Le TLW, il y a que quelqu'un qui n'est pas non-voyant qui peut le voir, alors que le SW, un non-voyant peut le ressentir. Voilà, c'est pas du tout les mêmes considérations. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Warm Edge. Le Warm Edge, aujourd'hui, il faut comprendre la base sur un double vitrage qui aujourd'hui est communément 4,16, 4 mm. Donc un verre de 4 mm, un verre de 4 mm et 16 mm ou 20 mm d'entrevers. Dans cet entrevers, aujourd'hui, on met plus de l'air comme dans l'ancien temps.
enfin dans les années 80, on met de l'argon. L'argon, c'est un gaz qui est issu de l'air environnant, hein. C'est un gaz qui est naturel, qu'on extrait et qu'on met parce qu'il a une performance qui est plus importante, enfin, il est plus performant que l'air habituel parce que voilà, il a des capacités thermiques intéressantes. Donc on isole l'argon et on met que de l'argon dans le double vitrage. Et dans le double vitrage, comme on isole mieux qu'un simple vitrage, on a de la chaleur dehors, enfin de la chaleur dedans et du froid dehors. Comme on a une différence de température dans l'entreverre, on a forcément un phénomène de condensation qui peut se créer. Et pour éviter d'avoir de la buée, en fait, on a dans la périphérie du vitrage, il y a avant c'était un cadre aluminium, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un warm edge, ça veut dire un bord chaud, c'est-à-dire que c'est une partie polyamide, hein, c'est pas de l'aluminium du coup, qui est isolante, qui évite déjà le pont thermique entre les deux verres par la périphérie et qui est remplie de petites billes. D'ailleurs, c'est aussi dans l'article de la maison écologique, il en est évoqué. Il y a des petites billes qui servent de régulateurs d'hygrométrie, en fait. Donc, ces petites billes vont absorber l'humidité et la recracher quand il y a de la chaleur. Donc, en fait, l'humidité va être gérée par les petites microbilles qui sont à l'intérieur du warm edge. Elles sont pas visibles, elles sont visibles que si vous cassez votre fenêtre et puis que le warm edge se casse. Et là, on voit toutes les petites micro-billes apparaître. Mais voilà, il y a des billes à l'intérieur. Donc le warm edge, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la base sur une menuiserie. On en est à réduire ces ponts thermiques sur la périphérie du vitrage, à rajouter des joints sur les fenêtres, etc. pour arriver à baisser les performances parce que on a atteint des niveaux quand même déjà très très bas en termes de performance sur les menuiseries par rapport aux années 70-80, quoi. Mais Si vous voulez, j'ai fait un petit calcul parce que j'aime bien les choses pragmatiques et je sais que vous en êtes tous là si vous êtes dans la conception de projet. Je vous ai fait un calcul pour que vous compreniez. En fait, si vous achetez par exemple une voiture qui va à 130 km/h et que je vous dis mettez plus cher pour en acheter une qui va à 200 km/h, vous savez très bien que vous n'avez pas besoin d'aller à 200 km/h parce que ça vous parle la vitesse. Et je me suis dit, je vais vous faire un calcul parce que le UW 1.3, je suis pas certain que ça vous parle à tous en fait. Donc 1.3 ou 1.1, c'est mieux, c'est pas mieux, ça sert à quoi, ça veut dire quoi? Donc ce calcul, il est assez simple. En fait, c'est la déperdition que vous avez dans une fenêtre. C'est-à-dire que dans une maison, normalement, on prend à peu près un sixième de la surface habitable qui correspond à la surface vitrée d'une maison. Ça, c'était la RT 2012, je crois déjà. Donc, en fait, une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés, elle a à peu près, donc, comment j'avais calculé? Ouais, sur une maison de 120 mètres carrés, il y a à peu près 20 mètres carrés de vitrage. OK pour ça? 20 mètres carrés de fenêtre. Sur ces 20 mètres carrés de fenêtre, vous allez avoir de la déperdition parce qu'il va faire moins 10 degrés dehors et vous, dedans, vous voulez chauffer à 20 degrés. On prend une fenêtre qui fait 1,3 en UW. Ça veut dire elle perd 1,3 watts par mètre carré de vitrage par degré d'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. C'est des degrés Kelvin, mais on va pas s'embêter avec ça. C'est le même delta avec le degré Celsius, la température qu'on connaît habituellement. Donc, 1,3 watts fois 20 mètres carrés de vitrage fois 20 degrés à l'intérieur, moins 10 dehors, parce qu'on est au mois de décembre, donc 30 degrés de delta de température, ça vous fait 780 watts de chauffage que vous perdez par les fenêtres. Ça veut dire quoi? Une maison avec des fenêtres UW 1.3 qu'on met habituellement aujourd'hui, pour maintenir cette température à 20 degrés, vous avez chauffé, vous êtes à 20 degrés, et bien si vous coupez tout, il vous faut quand même mettre 780 watts de radiateur pour éviter cette déperdition par les fenêtres. Je parle que des fenêtres, hein, je parle pas du reste. Donc il y a déjà un radiateur de 780 watts qui tourne pour compenser cette perte. Voilà. Maintenant, pour vous donner un élément de comparaison, dans les années 70-80, les premiers simples vitrages, on a estimé les UW de l'époque, hasardeux certes, mais quelque chose comme 6 watts par mètre carré par degré Kelvin. On reprend ces 6 watts, on reprend 20 mètres carrés, on reprend 30 degrés d'écart de température, vous perdiez 3600 watts par les fenêtres. Ça veut dire que juste pour maintenir la température dans la maison, il fallait mettre 4 grille-pains de 1000 watts. Voilà. Ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, quand on est sur la menuiserie qui tend à être passive avec des UW de 0,7, 0,8, on abaisse cette température pour maintenir la température de la maison. La puissance, je veux dire, il faut à peu près 380 watts de radiateur pour maintenir une température dans une maison avec des menuiseries passives. Voilà. Ça vous donne déjà des bases.
Donc quand on se dit il faut absolument du 1.3 ou absolument du passif, le budget menuiserie il est colossal, la différence entre les deux quand même, et puis il n'y a pas que la menuiserie, hein. Et on passe de 700 watts d'un côté pour maintenir la température à 380 watts pour maintenir la température. C'est pas dingue dingue non plus, hein. Ok, ok, super intéressant, Olivier. On a Gib qui doit partir. Là, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble déjà. Le temps passe vite. C'est comme ça que enfin, c'est bien ce que j'imaginais. Et du coup, je vous propose de passer au sujet suivant, qui va être le sujet des différents matériaux, donc bois, alu, PVC. Quel est le bon compromis ou quel serait le bon compromis? Encore une fois, je pense qu'on est tous conscients qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour chacun. Mais voilà, pour avoir un bon compromis entre durabilité, écologie et peut-être entretien. Voilà. Est-ce que peut-être Virginie, tu voudrais nous partager un peu ton regard là-dessus? Oui, donc on a abordé ça aussi dans le dossier là, avec Christophe, sachant qu'on avait aussi fait une enquête dans le numéro 131. Tu, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Ouais, ok. Euh, Dans le numéro 131 de la Maison écologique, on avait fait aussi, ben, c'était Christophe également, qui avait fait une enquête sur les menuiseries françaises pour voilà, reparler un petit peu de la localisation, de la relocalisation et de ce qui reste en menuiserie en France. Alors, PVC, alu, bois, tu l'as très bien dit, chacun va un peu faire son choix. Alors là, on l'a tout de suite entendu avec la question du budget. Et on va pas se mentir, si on doit poser cette question-là, il faut quand même se dire dès le départ que euh, si on va vers du bois ou du bois alu, c'est vraiment parce qu'on a considéré d'autres facteurs que la simple performance des fenêtres. Aujourd'hui, sur des fenêtres double vitrage ou triple vitrage, sur les différents modèles, que ce soit PVC, bois ou alu, on est capable d'atteindre quasiment les mêmes performances. En tout cas, de trouver des modèles qui ont des performances équivalentes. Après, on sait que les matériaux en eux-mêmes ne vont pas avoir forcément les mêmes atouts. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à envisager. Donc, je vais plutôt procéder en parlant un petit peu de chaque matériau. Sur la question du PVC, le PVC, on va se dire, il est blanc, il a l'avantage de ne pas être cher. Il coûte en général vraiment 2 fois moins cher que ses homologues alu, bois alu et bois. Euh, il peut donner de bonnes performances. En revanche, on sait que si on veut avoir les fenêtres PVC, par exemple, on parlait du U-frame, enfin de la structure de votre fenêtre et de votre rapport entre la structure et le vitrage. Eh ben, le PVC, en revanche, certes, il n'est pas cher. Oui, il peut avoir des bonnes performances. En même temps, si on va un peu dans le détail que ce qu'il nous procure, il va avoir des bords qui sont plus larges du fait de la nature même du matériau PVC pour pouvoir avoir une bonne tenue de son cadre. Et pour le coup, ça veut dire qu'il va avoir moins de surface vitrée qui soit peut apporter du facteur, enfin de la calorie avec le soleil et de la lumière pour le confort. On peut dire aussi que c'est moins de déperdition, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté. Aujourd'hui, avec l'isolation double vitrage ou triple vitrage, on va plutôt s'intéresser à la lumière et l'apport de chaleur. Le PVC, on va avoir du mal à le trouver sur des grands formats, donc on va être sur des modèles standards. En revanche, le PVC, on va pouvoir aujourd'hui le trouver pour les personnes qui préfèrent le réemploi, on va le trouver assez facilement. La question qui se posera si on veut aller vers du réemploi, c'est d'avoir conscience que aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup d'acteurs qui sont capables euh, de, de, de fournir des informations assez précises sur la performance qu'aura la fenêtre de réemploi que vous allez trouver. Donc, certes, le PVC, ça va faire vraiment baisser son empreinte environnementale, mais vous n'aurez pas forcément accès aux données de sa performance. Euh, et puis le PVC, si on veut avoir des formes un petit peu plus grandes, on va devoir le renforcer à l'intérieur, ce qui n'est pas soit avec de l'acier ou de la fibre de verre. De toute façon, on augmente
son bilan carbone en faisant ça. Et voilà, au niveau de la structure, ça n'est pas forcément un avantage. Pour le coup, donc le PVC, voilà, on peut avoir quand même de bonnes performances, pardon. Il ne coûte pas cher, mais il est aussi vraiment issu de la pétrochimie. Et même s'il est présenté comme recyclé aujourd'hui, il y a même certains fabricants qui disent, qui expliquent qu'ils ont quasiment de meilleurs bilans carbone avec leurs fenêtres en PVC recyclé qu'avec leurs fenêtres en chêne. La question qu'il faut toujours se poser, c'est oui, mais il y a eu cette première transformation pétrochimique qui a quand même un impact énorme. Et aussi par rapport au bois, ce chêne, tout dépend de quelle forêt il est issu. Et aussi, ces bilans carbone sont parfois issus de feuilles de calcul qui donnent tout simplement des données statistiques issues d'un logiciel. Donc, voilà, il faut toujours se dire qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent les faire varier. Par rapport à l'alu va avoir le petit désavantage de ne pas être isolant. Donc, les fenêtres qui sont 100% alu ne sont pas forcément, enfin voilà, ce n'est pas un matériau pardon, isolant en soi. En revanche, on peut avoir des menuiseries alu qui présentent également de bonnes performances. Donc là, pareil, on regarde toujours le UW. Et il y a la possibilité d'avoir plusieurs coloris et on peut aussi se faire d'énormes baies vitrées lorsqu'on veut avoir des apports solaires importants. Et ça, c'est un peu, c'est un peu le plus du côté alu, c'est voilà, cette facilité d'avoir vraiment des grandes structures. Donc, lorsqu'on veut se créer des surfaces d'apport solaire, ça peut être intéressant. Puisque le bois sur le 100% bois. Donc, là, de la même manière, on va avoir euh, l'avantage du bois, c'est qu'il est isolant. Euh, S'il est issu de forêts qui sont gérées durablement, il a forcément un avantage écologique de base puisqu'il n'est pas issu d'une industrie extractiviste comme pour l'aluminium et il n'est pas issu de la pétrochimie comme le PVC. Donc, il va plutôt capter du carbone qu'en relarguer. Je redis, à condition que ce soit issu de forêts qui sont gérées durablement. Euh, il est aussi disponible en réemploi. On sait qu'au niveau de sa durabilité, alors c'est un exemple qui est donné dans le dossier. Les fenêtres qui étaient à Versailles, qui ont été récemment, donc là on ne va pas parler de la qualité de leur vitrage ou de leur étanchéité, qui évidemment n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, sur le cadre en lui-même, ce sont des menuiseries qui ont été entretenues, repeintes régulièrement, qui ont 500 ans. Donc, et le bois n'a pas pourri. Donc, lorsque c'est installé dans de bonnes conditions et lorsque l'entretien est fait correctement, on peut avoir vraiment et que l'essence choisie est adaptée. Donc, on penser, ça peut être le chêne par exemple, on peut avoir vraiment des menuiseries d'une excellente qualité et durabilité en bois. Euh, et pour le coup, sur le bois alu, puisque je pense que tu es très au fait aussi de ce sujet, Olivier, moi je ne vois pas du tout de souci à ce que tu puisses aussi parler du bois alu. Ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, le bois alu, il y a une structure bois et puis la plupart du temps, je ne sais pas si on appelle un capage, en tous les cas, une petite Ouais, cape ouais. ou voilà, un petit revêtement, c'est même pas un revêtement, qui est posé en alu dessus. Juste avant de terminer, je me rends compte que j'ai oublié un détail qui est quand même pas mal. C'est la question de la réparabilité. Contrairement au bois qui est réparable, quand on a une maison qui bouge, imaginons on fait une rénovation, on a une porte, on doit changer une porte. Donc, imaginons que c'est une maison même parfois une maison neuve, bon bref. Euh, on s'installe une maison en bois, les murs vont avoir tendance un petit peu à bouger de manière légère, etc.
On ne pourra pas retailler une porte en 100% alu, on ne pourra pas retailler une porte en PVC. En revanche, le bois a cet avantage de pouvoir un petit peu de pouvoir avancer en tous les cas avec le mouvement de la maison et son vieillissement, en tous les cas, voilà, avec ces variations de température, même si lui, il peut avoir tendance un petit peu à gonfler, dégonfler avec l'humidité, en tous les cas, le fait de le raboter et de le réparer, c'est possible. Et on en parle dans le magazine, il y a des marques aujourd'hui aussi qui proposent euh, des, des modèles de fenêtres en bois qui sont facilement réparables, aussi parce que chaque élément de leur structure est vissé et pas forcément collé, ce qui permet d'aller dans le détail quand on a besoin de les réparer. Bon, ça, je vous laisse le découvrir. Euh, Après, sachant que le bois, on va pas non plus, enfin, pour être complète jusqu'au bout, c'est vrai que nous, en fait, énormément de, des reportages que l'on fait et des personnes que l'on rencontre sur le terrain vers les maisons passives vont aller vers du bois alu, parfois de l'alu, et en rénovation où on a quand même énormément aussi de personnes qui ont des épiceries bois avec des bonnes performances, des bonnes durabilités. Et j'ai oublié le dernier point que je voulais dire et la raison pour laquelle je voulais revenir sur ce point, ça me reviendra peut-être. Euh, voilà, mais en tous les cas, voilà, donc en tous les cas, réparabilité, adaptation, c'est vrai que le bois, certes, est plus cher. Voilà, on va pas se mentir. Il demande un peu d'entretien aussi. Il demande de l'entretien, même s'il y a des fournisseurs qui aujourd'hui garantissent des peintures, euh, garantie 10 ans, 15 ans. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question sur ce sujet-là. Euh, le- le- les choses se sont vraiment améliorées de ce point de vue. Pour autant, voilà, il faut se dire, quand on a une fenêtre une fenêtre bois, pardon, en gros, on fait un entretien à chaque été, on essaie de reprendre un petit peu, on reponce un petit peu et on reprend un petit peu certaines zones si on souhaite faire ses peintures soi-même. C'est vrai que ça demande un investissement temps. Mais voilà, chaque personne devra un petit peu situer le curseur là où il souhaite le mettre entre si ce n'est pas que financier, bah, d'aller voir du côté de l'environnement, de la durabilité et de la réparabilité. Ok. Ok. Et est-ce que, Olivier, je peux te soumettre des questions qui ont été, enfin, je dis Olivier ou Virginie, mais peut-être pour Mm. équilibrer le temps d'échange, Euh, des questions qui ont été soumises dans le chat. Qu'en est-il des menuiseries acier? Alors, un menuiserie acier, est-ce que si vous voulez, je peux te compléter un peu tes propos, Virginie, c'était Et je complet. Il t'en y a deux, prie, je trois t'en petits prie. trucs qu'on peut rajouter. Comme ça, je parle des menuiseries acier. Pour faire assez court de ce que j'ai vu qu'on C'est pouvait sur le bois compléter. lui. Sur le PVC, il faut savoir qu'on est souvent sur des teintes, des teintes masses dans le PVC, c'est-à-dire que c'est souvent du blanc RAL 9010 ou 9016, un blanc clair ou un blanc un peu crème, du beige 1015 ou du gris 7035, un gris très clair. Après, dès que vous voulez sortir de ça et passer sur un gris anthracite 7016, un des rares connus en PVC, vous prenez une plus-value de 30% parce qu'il y a un film thermocollé, ça s'appelle ça un plaxage sur la menuiserie, ça coûte très cher. À l'intérieur, ils mettent des renforts, tu en as parlé, des renforts métalliques parce que le grand anthracite, ça chauffe, donc pour maintenir la menuiserie. Du coup, la performance, elle en prend un coup. Donc ça a un coût et c'est pas négligeable. Mais c'est très limité en termes de coloris sur le PVC. Euh, sur le bois, je voulais compléter deux, trois choses, c'est-à-dire l'essence. Plusieurs personnes ont parlé d'essence de bois. Au passage, il faut quand même savoir que c'est pas... à la base, quand on fait une menuiserie en pin, il faut savoir que la densité du pin, c'est à peu près 400 kg le mètre cube. Le chêne, c'est à peu près 800 kg le mètre cube. Ce qui est isolant dans une menuiserie, c'est l'air. Dans le profil, dans le frame, c'est l'air. Donc dans du PVC, c'est de l'alvéolaire. Donc c'est pour ça que c'est limité en dimension, parce que c'est un profil. Si vous regardez la coupe du profil, vous allez voir des nervures dedans. Et en fait, c'est principalement de l'air dedans. Dans le bois, bah, c'est l'air qui est isolant. Le bois est intrinsèquement isolant par nature. Mais le pain, comme il fait que 400 kg mètre cube contre 800 kg mètre cube pour le chêne, il y a plus d'air dans le pain, donc le pain est plus isolant que le chêne. Par contre, le chêne, il est plus fibré, il y a moins d'air, les fibres sont plus resserrées, du coup, il a des tenues mécaniques un petit peu plus amples. Voilà, donc suivant l'essence de bois que vous prenez, la performance n'est pas tout à fait la même, et la tenue mécanique non plus.
Qu'est-ce que je voulais rajouter? Les lacages et les tenues, oui, il y a des teintes, il y a des labels comme Naboco ou ce genre de choses-là. Et ça, vous avez 5 10 ans de garantie, je crois, je ne sais plus combien c'est exactement. Mais après, au-delà de ça, bah, il y a un moment où il va falloir ressortir un pinceau et puis reprendre le traitement, quoi. Si vous voulez qu'elle dure 500 ans comme à Versailles, à un moment, il va falloir les entretenir, quoi. Mais voilà. Après, sur l'alu, je voulais compléter aussi sur deux, trois choses. La première, c'est que vous pouvez faire de la bicoloration sur l'alu, parce que la réalité, c'est qu'on ne pourrait pas faire de l'alu. C'est pas isolant, l'alu, certes, mais le profil, c'est pareil. Si vous le prenez en vue de coupe, à l'intérieur, vous avez un barrettage polyamide, un capotage alu extérieur et un alu intérieur. Et au milieu, donc, il y a un profilé isolant. Et ça permet de faire une bicoloration. Pour la plupart des fabricants, c'est pas plus cher parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on peut faire du blanc intérieur, du gris anthracite extérieur ou des choses comme ça. Et surtout, par contre, attention, comme j'étais en négoce, hein, j'ai beaucoup d'ampleur, d'expérience, si vous voulez. C'est pour ça que je mets ça à profit aussi. C'est que sur les profils Alub, il y a de tout. Il y a du pas cher, il y a du très bon. Tecnal fait partie des très bons, mais c'est cher. Et puis, bah oui, il y a des fabricants au Portugal, il y a des fabricants particulièrement pas chers. Et il y en a quelques-uns, ils sont limite en termes de qualité quand même. Et même en France, hein, d'ailleurs, il y a des fabricants français qui ont des profils un peu limités. Et en fait, ce qu'on rencontre souvent sur des teintes gris anthracite ou un peu sombre extérieures, c'est que, il y a un effet bilame qui se crée dans la menuiserie, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, s'il fait très chaud, le profil il est brûlant. Déjà, concrètement, quand on veut fermer un coulissant, des fois on se brûle en touchant le profil. Ça c'est la réalité. Faut juste le vivre pour s'en rendre compte. Ça, c'est pas forcément agréable. Et quand à l'intérieur, on a un laquage blanc, par exemple, donc c'est bien frais, etc. Au milieu, il y a le barrettage polyamide. Et ben, l'alu extérieur se dilate pas de la même façon que l'intérieur. Et l'effet bilame, c'est quand vous avez deux profils, un qui se dilate et l'autre qui se dilate pas, et ben, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc le profil, il a tendance à se cintrer. Ça fait un effet d'arc. Et vous avez le profil qui se cintre légèrement. Vous avez votre coulissant qui est légèrement cintré. Quand vous voulez le fermer en partant, je vous garantis que je l'ai vraiment tendu de mes oreilles. J'ai un client qui avait commandé des menuiseries moyennement de qualité en alu. Le fournisseur lui avait dit, mais vous vous rendez compte, le fournisseur m'a dit, bah, vous savez quoi, en fait, quand il fait chaud, soit vous ouvrez pas vos fenêtres, soit vous anticipez. Parce qu'en fait, à 15 heures de l'après-midi, il fait chaud, le coulissant est ouvert, on va pour le fermer, il tape pas dans le profil parce qu'il s'est dilaté et les gâches tombent pas en face, donc on peut pas le verrouiller. Ben, tant pis, vous fermez pas chez vous, alors fallait y penser avant. Voilà la réponse. Donc, c'est ça, voilà. Sur l'alu, il faut faire attention, il faut pas mettre non plus du pas trop cher, ou alors avec des teintes claires, vous avez moins ce problème-là. Impact environnemental, l'alu, c'est colossal. C'est l'équivalent de kilos de CO2. Il est beaucoup plus, il est limite une fois et demie plus élevé que du PVC ou que du bois alu, par exemple, ou du bois. Il est Et assez si élevé. je puis me permettre là-dessus, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, et pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, enfin qui sont là et qui entendent beaucoup parler de d'alu recyclé, puisqu'il y a aussi l'émergence d'alu recyclé. Aujourd'hui, les fabricants expliquent bien que ça leur a permis de réduire, de diviser par 10 le bilan carbone de la fabrication de leur profilé alu, enfin et de leur, voilà, de leur cadre, hein, de fenêtre. Quand on regarde leurs fiches techniques et qu'on les compare, on voit bien que ça reste toujours 10 fois plus élevé qu'une menuiserie qui sera 100% en bois. Donc le bilan, voilà. Même le recyclé aujourd'hui ne veut pas dire qu'on va avoir un meilleur bilan carbone pour la. Je te laisse Ouais. poursuivre. Et pour finir, oui, menuiserie acier. Menuiserie acier, c'est une niche peu que je connaisse. J'avais des fournisseurs à l'époque. C'est pas vraiment fait pour l'habitation. C'était plus pour faire des choses de type verrière, des commerces ou des bâtiments particuliers ou des systèmes anti-feu, par exemple. Parce que c'est un vitrage par feu plus une menuiserie en acier. Bah, il n'y a rien de mieux pour supporter voilà, par exemple, une banque ou quelque chose comme ça. J'avais un fournisseur qui faisait ça, mais c'était très, très spécifique. Et là, l'acier, les profils, c'est hyper lourd. Donc, en fait, c'est pas vraiment fait pour faire, à ma connaissance, en tout cas, je connais personne qui a fait des menuiseries en acier dans une villa individuelle, hein. Je pense pas du tout que ce soit le profil, le matériau adapté pour ça, quoi. Ok. Et peut-être avant de continuer avec les autres questions, je veux juste rappeler, parce qu'on a commencé, on était une trentaine, là, on est passé à plus de 50, maintenant on est encore un tout petit peu dessous. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont arrivés en cours de route et qui ne savaient peut-être pas.
qui est avec nous et qui est-ce qui vous partage ces informations. Donc je fais en une phrase une présentation rapide d'Olivier qui est responsable du pôle menuiserie de Twiza. Donc il baigne là-dedans, il était attaché commercial dans les menuiseries pendant plus de 10 ans, il s'y connaît très très bien. Et puis c'est Virginie Jourdan de la Maison Écologique qui est la rédactrice en chef et qui ont sorti un dossier spécial sur les menuiseries dans la Maison Écologique. Voilà, c'est juste pour recadrer un petit peu les infos. Et puis si vous devez partir, je vous mets le lien également du replay, donc la page sur laquelle vous trouverez le replay de cet événement ou ce live qu'on est en train de faire tous ensemble. Voilà, je vous mets ça dans les commentaires, c'était pour la petite parenthèse, on va dire, parenthèse de se resituer un petit peu. Et j'en arrive aux quelques questions qui ont déjà été posées. On a notamment, alors c'était où? Pardon, excusez-moi. Donc, menuiserie acier, ça avait été traité. L'autoconstruction de fenêtres bois avec triple joint et verre, double vitrage haute qualité, fixation triple point, peut-elle rivaliser avec les fabricants industriels? Donc là, on est dans l'autoconstruction totale. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as vu cette question? Et Attends. c'est Loïs qui se pose la question. Ouais, une autoconstruction de fenêtres, bois, blablabla. Ok. Bah alors, tu peux y passer le temps que tu veux et faire un truc incroyable, hein, et même battre les industriels et des artisans. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, les menuiseries sont particulièrement contrôlées. Chez un artisan, c'est des fois un peu plus compliqué, et c'est pour ça que chez des industriels, c'est des fois plus confort, parce qu'il y a des bancs de test. Il faut savoir que les menuiseries sont contrôlées avec un classement AEV, par exemple, donc classement à l'air, à l'eau et au vent. Donc l'air, c'est l'étanchéité à l'air, donc 2 joints, 3 joints d'étanchéité. L'eau, bah, c'est aux intempéries, à la pluie. Et le vent, typiquement, nous on travaille donc on collabore avec Minco pour avoir visité l'usine plusieurs fois. Ils ont par exemple des bancs de test parce que c'est des industries réelles et ils ont la possibilité de le faire. Ils prennent une menuiserie sur X menuiserie, ils la mettent sur le banc de test, ils la passent avec une pluie, un vent à je sais pas combien, 120 km/h ou je sais pas combien, et ils mesurent avec des capteurs la déformation des vantaux pour voir si ça supporte ou à partir de quelle quantité d'air et d'eau rentre à travers avec cette déformation-là. Donc ça se mesure, ça se contrôle et ça fait partie c'est le contrôle technique de la menuiserie, quoi. Donc après, quand tu fais une autoconstruction, bah, tu peux faire des choses super bien, il n'y a aucun souci. Après, c'est juste que tu pourras pas forcément savoir vraiment la performance et ce gage de qualité-là, quoi. C'est ça qui est pas facile à mesurer, quoi. Donc, mais après, il n'y a aucun souci à faire sa menuiserie, hein. Ok. Ok. Et puis on a Jérôme qui demandait s'il y a une grosse différence entre coulissant et battant à l'utilisation, j'imagine, et puis aussi à la performance. À la performance, un petit peu. Alors, sur de la menuiserie bois alu, typiquement, on a un UW de 1,3 sur de double vitrage classique en battant comme en coulissant. J'ai vu tout à l'heure une question avec des menuiseries, je sais plus si c'était pas du PVC, il y avait des coulissants à un UW 1,8, ça commence à être un petit peu, ça fait vraiment, c'est pas terrible quand même. Donc, par définition, un coulissant, c'est naturellement moins performant qu'un ouvrant à frappe. Un ouvrant à frappe, vous venez fermer les vantaux. Quand vous fermez la poignée, ça vient comprimer, il y a un effet de compression. Donc, ça s'appelle des joints à compression sur les vantaux. Donc, ça vient comprimer les joints contre le cadre. Donc, vous avez une étanchéité à l'air qui est quand même plus performante qu'un coulissant qui souvent est fait avec des joints qui viennent se frotter l'un contre l'autre. Et donc, ça coulisse, mais quand ça vient fermer, l'étanchéité est quand même un petit peu moins bonne. Donc, si vous êtes dans le Jura ou un endroit particulièrement froid, autant privilégier de la frappe que du coulissant, ou alors il y a des coulissants plus performants comme des coulissants à translation. Je fais plein de mouvements avec mes mains, ça m'évite de faire des dessins. Il y a un fil et un ouvrant, et en fait l'ouvrant il se recule et il coulisse derrière. Et en fait quand il vient refermer, il claque, donc en fait il plaque, pardon, il peut claquer aussi. Et en fait, ça vient comprimer les joints, donc c'est un peu un effet d'étanchéité comme un ouvrant à frappe. Donc c'est un peu plus onéreux, c'est un peu plus technique. C'est comme une porte coulissante de 807 et c'est le même effet d'étanchéité. Donc ça, c'était pas mal. Et il y a le levant coulissant aussi, qui est un peu le même principe. Vous avez un coulissant que vous soulevez sur des chariots et après vous le faites coulisser. Quand vous venez fermer et que vous le reposez, l'étanchéité, elle est assez performante aussi.
Et sur je viens juste ajouter, il y a le côté performance en soi du cadre, du vitrage de la fenêtre en tant que tel, et il y a aussi les pratiques et les usages qu'on va avoir à l'intérieur de sa maison. Je ne parle pas ici forcément des baies vitrées, des pièces de vie, quoique, en tous les cas, sur des modèles qui vont être battants ou oscillo-battants, l'avantage qu'on va avoir, c'est en termes lorsqu'on veut faire de la ventilation nocturne, par exemple, avec les épisodes de canicule qui vont très probablement se multiplier dorénavant l'été, ce sont des réflexes qu'on va peut-être avoir au-delà de la performance de notre habitat, malgré tout, même si on a mis d'inertie, même si on a. Enfin voilà, la question du courant d'air nocturne va vraiment se poser et l'oscillo-battant ou le battant va avoir le petit avantage de présenter au moins un centime, enfin, le côté sécurité si on n'a pas euh, Volet roulant? des volets roulants qui par ailleurs voilà sont pas c'est un peu compliqué de régler la lumière avec ces volets roulants quand on veut se faire de la même manière en journée un petit peu d'ombre à l'intérieur, donc on va dire le couple volet et fenêtre battante sera aussi à considérer au-delà de la performance intrinsèque de la fenêtre, coulissante ou battante. Le modèle va permettre de faire plus ou moins facilement de la ventilation nocturne avec, voilà, avec entrée d'air et puis sentiment de pouvoir laisser sa fenêtre ouverte toute la nuit sans se poser de questions. Ok. Voilà. Merci pour ça. Et tout à l'heure, bah, je m'excuse pour Anne que j'ai pas pris sa question. Tu l'avais relevé, Olivier, avec les coulissants de 1.8 de Hmm. tout ça, enfin les détails techniques. Donc j'ai proposé à Anne de se mettre directement en contact avec toi parce que ce sera plus simple, parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en compte. Et je vois dans les commentaires que vous voulez en savoir plus sur le groupement d'achat. Donc il y a May qui demande comment ça se passe avec le groupement d'achat. Puis il y en a quelques-uns, donc Loïs aussi, et etc. Donc je te laisse un petit peu expliquer comment ça fonctionne et comment se mettre en contact avec toi, à part, enfin, déjà passer par le lien que je vais mettre dans les commentaires, mais si tu veux en dire plus, Olivier. Euh, alors, ouais, j'accompagne pas mal de particuliers hein, et de pros aussi, des architectes, des maîtres d'œuvre, parce qu'en fait, je prends le temps de faire ce que des artisans font souvent pas, des négoces ont souvent pas trop le temps non plus. Et en fait, c'est là où on vous amène un accompagnement. C'est-à-dire que bah, je vais vous proposer qu'un produit, c'est du bois alu. Ça, j'en suis désolé, je ne proposerai pas de PVC parce que on a été complètement aligné avec nos valeurs, l'écologie, la sobriété énergétique. Et en fait, on a choisi de travailler avec ce fabricant Minco, donc fabricant français nantais de menuiserie bois alu qui fait vraiment tout pour être le plus sobre en termes d'impact carbone. Avec un impact CO2 d'ailleurs qui est équivalent qui fait partie des plus bas, à 61 kg de CO2. Donc c'est fait partie des plus bas avec tout autre fabricant. Et il a l'avantage d'être un petit peu plus performant enfin, d'avoir une meilleure tenue que le bois dans le sens où il n'y a pas d'entretien à faire. Donc c'est vrai que c'est un confort aussi. La quantité d'alu, elle n'est pas colossale du tout, et puisque c'est que le revêtement extérieur qui est en aluminium, et elle est complètement démontable et réparable, etc. Donc voilà, c'est vraiment le produit qui correspondait. Maintenant, vous pouvez, Gauthier va mettre le lien, vous pouvez me contacter là, vous pouvez me donner vos plans, vos cotes, des photos de votre chantier si c'est une réno par exemple, et je vais vous aider je vais vous le chiffrer, je vais vous chiffrer une fourniture et pose des menuiseries, parce que nous on n'est pas négoce du tout, hein, c'est pas notre but. Par contre, je vous fais une offre chiffrée, et parce qu'on a négocié un tarif avec Minco pour vous, en fait, pour tout le monde. On s'est un petit peu fait porte-parole des éco-constructeurs et rénovateurs français. Et comme j'ai bossé plus de 10-12 ans avec Minco comme un de mes fournisseurs à l'époque, je connaissais le directeur général. Et donc, c'est comme ça qu'on a ouvert la porte avec Twiza. Et je suis revenu, dès que j'ai quitté le négoce, je suis allé les voir et, avec Twiza, et on a convenu de cet accord-là, qui est d'avoir un prix comme si on était grossiste. Et en fait, le prix, il est bénéficié pour tout le monde, en fait. Donc c'est pour ça, au passage, je glisse que est-ce que ça vaut le coup de prendre 3 fenêtres ou 50 fenêtres? En fait, il n'y a pas de prix de gros. En fait, le prix de gros, c'est nous. Donc en fait, on fait des petits chantiers ou des très gros chantiers, ça ne changera pas les conditions. Euh, donc moi, je vous accompagne, je vous chiffre le projet, je vous chiffre la pose, si c'est du neuf ou de la rénovation, et on a
énormément de professionnels avec qui on travaille qui vont prendre la main derrière quand on sera mis d'accord et que je vous aurai fait signer un document. Ça s'appelle un mandat. Une fois que vous m'aurez signé ça et que vous êtes d'accord sur le principe, je vais appeler Minco. Je vais vous trouver un installateur pas loin de chez vous. En général, je le sais quasiment tout de suite parce on en a plus de 150 aujourd'hui aux quatre coins de France. Donc, on a toujours une entreprise de pause qui est dans les 30-50 km autour. Et cette entreprise, elle vient chez vous, elle reprend, elle refait le point avec vous, elle vous fait signer elle vous fait valider les cotes, enfin elle valide les cotes avec vous, pardon. Elle valide l'essence d'ouverture, elle vous fait choisir les coloris sur nuancier, des choses comme ça. Et puis comme ça, vous faites vraiment le point complet avec une personne physique sur le terrain. Et chose que moi je peux pas faire à distance parce que je peux pas me couper aux quatre coins de France comme ça du jour au lendemain. Donc c'est lui qui prend la main à ce moment-là et il vous refait un devis au tarif qu'on a négocié avec Twiza, quoi. Voilà, donc vous avez le bénéfice du tarif qu'on a nous, et vous aurez un installateur local qu'on connaît et qu'on envoie chez vous. Après, si vous voulez passer par une entreprise que vous connaissez de menuiserie, on peut aussi collaborer avec. C'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. J'appelle, vous me donnez les coordonnées, je l'appelle et puis je le mets en contact avec Minco et tout se passe bien. Voilà. Donc en fait, je vous chiffre. Après, vous avez déjà une estimation. C'est dans le budget, c'est pas dans le budget. Et puis on creuse, on avance un peu. Et puis je vous guide autant que possible. On s'appelle, on peut faire de la visio, on peut échanger des photos, des croquis, des choses comme ça. On avance comme ça sur votre projet jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose qui vous convienne. Voilà. Ok, top. Eh ben écoute, ça a l'air de susciter pas mal d'intérêt dans le chat. Donc, ce que je te propose, Olivier, c'est de peut-être regarder un petit coup les questions qui ont été posées dans le chat. Je ne sais pas si te les noter ou t'en souvenir. Et tout à l'heure, y répondre en une phrase, parce que c'est vrai on peut répondre rapidement. Et moi, ce que je vous suggère à tous, c'est de cliquer sur le lien et puis de prendre rendez-vous avec Olivier si vous voulez avoir plus d'infos. Ça n'engage à rien, bien entendu. Et puis, vous savez aussi que vous pouvez commander le magazine de la Maison écologique. C'est le même lien, c'est dans la même fenêtre. Et je vous propose de passer à la dernière partie qui va être celle du budget. Donc, où est-ce qu'on met son argent? Enfin, comment ne pas gaspiller son argent? Et triple vitrage, double vitrage, quintuple vitrage, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Est-ce que Virginie, tu as envie de te lancer sur le sujet du budget et des points d'attention à avoir quand on est en train justement de faire son budget? Oui, je veux bien. Et puis, je sais qu'Olivier pourra compléter, donc c'est parfait. Euh, alors, du côté budget, on a commencé quand même à y répondre parce qu'on sait que euh, en termes de coûts, si on choisit une menuiserie qui est fabriquée en France, qui a du bois, et qu'on la met en concurrence avec une fenêtre qui est fabriquée au Portugal, effectivement, on va avoir des différences de prix qui sont vraiment phénoménales. On parlait d'une proportion de 1 à 2. On peut, voilà, suivant le type de fenêtre qu'on va acheter, même parfois avec des performances égales, je le répète, hein, ça peut aller de 700 euros une fenêtre d'une dimension relativement classique à 1005 pour une fenêtre en bois. Donc, forcément, ça pose de grandes questions. Euh, Est-ce que ça vaut plus le coup? Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre plus ou beaucoup d'argent dans son budget fenêtre? Nous, ce qu'on voit dans les reportages que l'on a dans le magazine, c'est que souvent, c'est un peu le dernier poste que l'on attend pour que l'on attend pour un petit peu, enfin voilà, se renseigner, commencer à faire ses choix. Et comme on fait ça en dernier, c'est un peu le moment où on va arbitrer, on va se dire, bon, de toute façon, j'ai quasiment plus de sous, donc on va partir sur du PVC. J'ai vu que les personnes qui sont présentes aujourd'hui, elles sont plutôt bois alu ou bois, donc c'est plutôt une quête de qualité. Avant tout, et puis le facteur, enfin la dimension écologique est importante. Par rapport est-ce que ça vaut le coup de mettre plus d'argent dans un double vitrage ou bien dans un triple vitrage, par exemple? C'était une des questions qui a pu être posée. Euh, il y a Olivier l'a dit aussi au début, et donc moi je ne peux que le répéter. Lorsqu'on construit sa maison, on va faire des arbitrages sur le niveau de performance que l'on a envie d'atteindre. Si l'on veut
absolument avoir une maison passive et ne pas du tout utiliser de chauffage, même pas un chauffage bois. Alors là, on va sortir tout l'attirail et effectivement, le triple vitrage va être vraiment une manière de pouvoir avancer et être certain de pouvoir atteindre ce stade passif. Quand je dis passif, je ne parle pas de mettre un petit peu de chauffage et puis d'avoir une production solaire sur le toit qui va venir, qui va venir équilibrer la consommation d'énergie et la production d'énergie. On parle vraiment de maisons qui n'ont pas besoin d'être chauffées l'hiver. Mais ça veut dire, donc, on va aller vers du triple vitrage et là, ça va valoir le coup si c'est l'objectif que l'on poursuit. Ça voudra dire qu'à côté, il va falloir penser aussi à d'autres postes, hein. On mettra forcément une double flux et puis probablement qu'on mettra une double flux avec une petite résistance au cas où pour amener un petit peu de chaleur. C'est à peine de la consommation, c'est pas considéré comme du chauffage. Euh, il faut se dire, ensuite, on peut se dire que l'on ne va pas forcément chercher à payer 0 euro, pardon, de chauffage dans sa maison, soit parce qu'on peut avoir un apport de bois à côté de chez soi pour se chauffer avec un poêle bois, soit parce qu'on avait un système existant qui est un système durable, ou même un chauffage, une vieille chaudière qu'on n'a pas envie de changer, qui est thermodynamique. Enfin, on arrive dans une maison qu'on rénove et il y a déjà une chaudière gaz qui est là et qui fonctionne plutôt bien. Bon, certes, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, hein, mais en même temps, parfois, garder un équipement et l'emmener au bout, ça va aussi ça peut avoir un impact intéressant. Là, on va pouvoir se dire, est-ce que je mets vraiment double vitrage ou triple vitrage? On peut très bien aussi varier en fonction euh, de l'orientation de la maison. Sur les façades nord, on va avoir effectivement tendance à mettre le triple vitrage puisque c'est par là qu'il y a le plus de déperdition énergétique et de chaleur calorique. Et puis et parfois aussi sur les façades sud parce que c'est là qu'il il y a quand même une fonction isolante aussi dans le triple vitrage qui va être intéressant pour éviter à la chaleur de rentrer trop. Pour autant, aujourd'hui, on a quand même des bons résultats aussi sur le triple vitrage si on ne recherche pas forcément un niveau passif. Donc voilà, tout dépendra vraiment du niveau de performance énergétique que l'on veut atteindre dans sa maison et sur la euh, surchauffe d'été. Euh, alors là, je reviens aussi sur la conception. Oui, ça aura un impact, mais disons qu'en termes de conception pensée, en termes de confort d'été, puisqu'on sait que, par exemple, les fenêtres, euh, dans le confort d'été, c'est un facteur qui est extrêmement important en termes d'entrée de chaleur dans la maison. Il ne va pas falloir s'arrêter, nous, en tous les cas, c'est notre démarche, il ne va pas falloir s'arrêter à double vitrage ou double vitrage ou triple vitrage. On nous dit aujourd'hui le simple vitrage. Il va vraiment falloir penser comment est conçue la maison. Est-ce qu'il y a des possibilités d'ombrage naturel à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des protections solaires de prévues? Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre comme protection solaire aussi directe quand on parle de volets? Je parlais tout à l'heure des persiennes qui permettent de jouer à la fois avec la chaleur et la lumière, contrairement aux volets roulants qui vont qui vont fermer la vue sur le dehors. Donc, j'ai envie de dire presque aujourd'hui, si on met un double vitrage, même si dans les faits et techniquement et sur la fiche, il peut y avoir un intérêt à prendre du type triple vitrage, un double vitrage peut suffire si on pense ces protections solaires par ailleurs. Et sur la question ça amène aussi la question du réemploi quand même, puisqu'on peut avoir sur la question du coût, on peut avoir des visseries qui coûtent forcément moins cher parce qu'elles sont de réemploi. Et là, j'ai envie de dire, ça dépendra là aussi du projet. Par exemple, on a une maison là qui a été récemment rénovée et ils ont décidé de faire un jardin d'hiver à l'étage, donc dans le cadre d'une surélévation. Ça veut dire quoi, le jardin d'hiver? Ça veut dire qu'ils ont acheté toute
6 fenêtres en bois qui étaient de piètre qualité d'étanchéité, mais qu'ils ont musclé en fait le mur intermédiaire entre ce jardin d'hiver, il y a le toit hein, qui arrive vraiment jusqu'au bout de ce jardin d'hiver. Mais c'est comme une seconde peau, vous voyez, comme un balcon fermé. Euh, Ils ont plutôt musclé le rapport entre euh, enfin, le mur, en tous les cas, qui sépare l'espace de vie de ce jardin d'hiver. Là, bah, ils ont investi dans des fenêtres de réemploi qui ne leur ont pas coûté cher, qui, en revanche, n'ont pas forcément une grande qualité, mais pour l'usage qui en est fait sur ce jardin d'hiver, c'était vu l'orientation de la maison, etc., c'était une solution qui était tout à fait adaptée euh, et donc qui pouvait convenir. Donc voilà, si on part en tous les cas sur de la rénovation, la question pourrait se poser en fonction de la conception. Et lorsqu'on parle sur du neuf, eh ben, pensez aussi la conception de la maison, le choix des pièces et l'orientation, enfin un peu les principes du bioclimatisme. Euh, et aujourd'hui, voilà, le triple vitrage, surtout pour les maisons passives. Ok, bah écoute, merci pour ça. Et c'est vrai que quand on parle budget, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut Alors, j'ai pas suivre. dit non plus, excuse-moi. Oui, vas-y. Excuse-moi. C'est juste, je me disais, je sais qu'il y a eu des questions tout à l'heure, tu parlais des menuiseries qui sont faites à l'étranger. Alors, on en parle aussi dans le dossier. Il y a celles qu'on va trouver dans le domaine de la grande distribution. Alors, je sais qu'Olivier pourra forcément juste aller dans ce sens-là. Attention, il n'y a pas de service après-vente, hein. Si on achète soi-même des fenêtres qui sont vraiment pas chères, on les pose et qu'il y a des défauts ou quoi que ce soit, on ne va pas avoir une personne derrière qui va pouvoir déjà, à la base, apporter des bons conseils pour pouvoir choisir ses fenêtres avec les bons UG, les bons W, les bons UF. Et puis ensuite, voilà, après la pause, il n'y aura pas forcément non plus de conseils ou de services après-vente en cas de défaut. Donc, bah, c'est vrai que mettre un peu le prix, c'est une garantie de durabilité et de performance. Ok, ok. Bah écoute, au final, c'est vrai que quand on parle de budget au niveau de sa maison, c'est souvent la conclusion sur laquelle on finit par tomber, c'est que de mettre un petit peu le prix, ça vaut le coup sur le long terme, surtout en termes de performance thermique et en termes de confort, tout simplement. Voilà, sans mentionner tous les autres sujets qui peuvent être la malpose ou bien le service après-vente, etc., qui peut être défaillant. Donc merci pour cette intervention. Vous êtes un petit peu moins de 40, donc tout doucement, je sens que vous êtes en train de nous quitter petit à petit, ce qui est normal parce que c'est vrai qu'on vous a kidnappé là, on a pris une bonne partie de votre temps et de votre vendredi pour pouvoir être avec nous. Donc on va doucement aller vers la fin de ce live. Est-ce que toi, Olivier, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le budget qui a peut-être pas encore été dit? Euh, et puis après, je pense on va clôturer tout doucement. Ouais, puis juste pour rebondir sur ce que tu disais, Virginie, effectivement, il y a eu plusieurs questions sur acheter à l'étranger, etc. Bon, il faut évidemment prendre en considération le contexte économique. La Pologne, le salaire, c'est pas le même, les conditions de travail, c'est pas le même. Pour connaître des artisans avec qui je bossais en négoce qui se fournissaient chez les fabricants polonais, le camionneur, il faisait 36 heures de route avec son camion, il livrait tout seul. Voilà, tout ça, à un moment, ça a un non-coût. Donc financièrement, c'était intéressant pour lui de se fournir là-bas, mais voilà à quel prix, quoi. Donc, mais au-delà de ça, sachez que si vous faites du neuf, dans l'aéro 2020 en tout cas, aujourd'hui, on parle dans les fiches, si vous allez sur la base INIES, le site INIES, vous avez les fiches FDES qui sont les fiches environnementales en gros des produits. Et donc de tout ce que vous mettez dans la maison. Et dans ces fiches-là, si vous, c'est assez copieux et assez barbare au niveau des chiffres, mais on trouve quelques infos très intéressantes, notamment si vous allez chercher un fournisseur polonais, vous allez voir que l'impact environnemental dedans est inclus l'impact CO2 du transport de l'usine jusqu'ici. Donc par exemple, j'avais relevé, je crois que c'est 2320 km en semi-remorque à 35 litres au 100 en gasoil. Donc ça, c'est pris en compte dans ça vous pénalise dans votre construction, en fait.
Vous prenez un fabricant français, en moyenne, c'est 320 km. Parce que si on se met au centre de la France, à 320 km, on va à peu près de partout. Donc l'impact à 35 litres au 100 en camion aussi. Mais c'est pris en compte dans votre RE 2020. Si vous allez chercher vos produits en Chine, voilà, ça va vous impacter. Donc après, il va falloir prendre des choses beaucoup plus locales ou enfin, il va falloir trouver un compromis pour pas avoir un impact carbone trop conséquent dans votre construction. Après, concernant les garanties et effectivement, le SAV, pour en voir vraiment ce que c'est, parce que le négoce, je peux vous dire que du SAV, on est beaucoup appelé sur les constats. C'est 95% des SAV, c'est un problème de pose, hein. C'est un produit, quand on sort une menuiserie d'une usine, quand elle est quand même relativement bien constituée, elle fonctionne bien, elle ferme bien quand elle est posée. Maintenant, quand on la fixe et qu'on la met un petit peu de travers, qu'on respecte pas la diagonale, qu'elle est un petit peu tordue, qu'il n'y a pas le nombre de points de fixation, que l'étanchéité n'est pas tout à fait bonne ou que le bâtiment a bougé un peu, j'ai vu des cas de figure où l'infiltration sous la menuiserie avait endommagé les deux étages d'une maison, le placo, l'isolation, etc., dégâts électriques, enfin, la catastrophe. Constat d'expert, tous intervenus. Moi, en tant que fournisseur menuiserie, bah là, c'était le poseur qui n'avait pas fait le boulot. Voilà. Donc, le poseur a pris à sa charge, heureusement qu'il avait une bonne décennale, parce que la remise en état de tout l'ensemble du pan de mur qui avait été pourri par l'humidité, parce que voilà, c'était un défaut de pose. Et là, vous posez vous-même, c'est à ça que vous vous exposez, en fait. Ça, c'est problématique quand même. Donc, il faut vraiment être sûr de son coup quand on pose ses menuiseries soi, parce que vous n'aurez pas droit à l'erreur, à appeler votre fournisseur, lui dire votre menuiserie, elle ferme mal, elle craque et elle casse, parce que si c'est un défaut de pose, le DTU 36.5, il est assez copieux, et quand on s'aventure là-dedans pour poser 10 menuiseries, ça fait beaucoup de boulot pour économiser peut-être 2 000 € de pose, je ne sais pas combien, sur un chantier complet. Le calcul, il faut le regarder de près quand même. Donc voilà, c'était juste pour compléter à ce niveau-là. Et sachez aussi que ce qui n'est pas mis en œuvre par un professionnel, quand vous voulez vendre votre maison, vous devez d'avoir une garantie décennale si la maison a moins de 10 ans. Donc si vous la vendez dans plus de 10 ans, bon ben voilà, c'est bon. Mais si vous la vendez dans 5 ans, l'acheteur peut exiger d'avoir une décennale sur l'ensemble des travaux, notamment les travaux à risque comme le hors d'eau, la toiture, le hors d'air, les menuiseries et les éléments structurels comme la construction, quoi, les murs. Donc, si la maison a 4 ans et il va vous demander, bah, attendez, moi je l'achète, je veux une garantie pour les 10 ans, en fait, pour les 6 ans restants. Si les menuiseries n'ont pas été mises en œuvre par un pro, vous allez être confronté à un problème de responsabilité civile parce qu'il n'y aura pas de garantie décennale d'un artisan qui aura mis en œuvre les menuiseries. Donc, ça peut être l'objet d'une négociation à la baisse du prix de la maison. Ça peut être à vous de souscrire à une assurance, mais je ne sais même pas comment vous pouvez en tant que particulier, si vous n'avez pas vraiment de légitimité professionnelle à dire bah, j'ai mis les choses dans les règles en œuvre. Voilà. Donc c'est quand même c'est copieux, hein, de s'exposer à poser soi-même le menuiserie. Voilà. C'était juste pour vous exposer ce sujet-là. Et sachant que Olivier, je ne sais pas si c'est le cas dans le réseau des professionnels avec qui vous travaillez, mais nous, on a été en contact avec plusieurs, enfin, au moins avec deux fabricants de fenêtres qui commencent également à faire des chantiers accompagnés avec les personnes pour essayer de réduire un peu le coût de achat plus pose de menuiserie. Voilà, donc on donne un peu enfin, on accompagne sur ce qui est apporté, hein, de main, enfin apporté de compétences. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites aussi dans votre réseau ou toi, en tant que Oui, regard oui, oui, professionnel, quel regard tu portes là-dessus? alors on le fait. Alors moi, je chiffre toujours une vraie pause. Parce que on part sur ce principe-là, parce que c'est facile de se dire pas de problème, je ferai la moitié du job, et puis une fois, quand vous recevez une menuiserie avec un ventail qui fait 80 kilos, c'est pas forcément ce qu'on s'imaginait. Donc je préfère partir là-dessus, et après je mets en relation avec l'entreprise qui va faire la pause. Je dis vous voyez ensemble pour renégocier le tarif de pause en conséquence. Vous lui filez un coup de main, il gagne un jour ou deux sur la pause parce que vous avez fait la dépose, vous avez monté les poignets avec une vis et vous lui avez fait gagner du temps, il va vous défalquer un petit peu de temps de main-d'œuvre et puis au moins ça vous met pas le stress de vous dire, je me suis engagé à le faire, je sais pas comment je vais me débrouiller. Et puis voilà, ça reste. Ça on le fait, ouais. Donc on réajuste en fonction et on préfère ça au feeling entre
vous et l'entreprise de pause, et puis en fonction de comment ça se passe, comment vous arrivez à faire gagner du temps ou pas. S'il passe 3 jours de plus à vous expliquer comment monter les poignets, il va pas être content d'avoir passé 3 jours de plus sur le chantier. Donc, mais ça se passe bien. Quand on le fait, ça se passe très bien. Bon, et ben écoute, super. Là, j'ai partagé les résultats du sondage sur justement la stratégie de pause. Bah, c'est assez équivalent. Donc, passer par un pro, pause accompagnée, c'est ce que tu viens de dire, où je pèse le pour et le contre, sont à peu près avec sept réponses chacun. Et puis, autoconstruction totale, vous êtes que deux, finalement, à avoir choisi et opté pour cette solution. Donc, Olivier vous a dit ce qu'il en était. Après, c'est bien entendu à vous de voir comment vous vous positionnez. Et voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais mettre dans le commentaire et dans la description, si vous nous regardez en replay sur YouTube, le lien vers le forum sur lequel sera posté le replay de ce conseil de pro. Ce sera posté au courant de la semaine qui arrive. Et comme ça, la discussion pourra continuer là-bas. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez aller les poser directement sous le forum. Et puis, si vous le souhaitez, bien entendu, je vous invite à aller voir alors c'est pas un hors-série, mais c'est un dossier spécial dans la maison écologique qui traite des menuiseries. Ça va vous éclairer sur pas mal de points et vous donner un petit peu vous pouvez faire des comparaisons justement avec oh, je perds mes mots, c'est toujours la fin, c'est toujours comme ça. Avec des enquêtes qui ont été menées euh, par Virginie et son équipe. Je veux te remercier aussi, Virginie, en tant que rédactrice en chef. C'est vrai que tu es pas la grande spécialiste du sujet, forcément. Donc, Non. tu as travaillé sur le sujet, tu t'es plus que penché dessus. Mais en tout cas, je te remercie d'être venu au pied levé pour pouvoir nous éclairer, nous apporter un petit peu le compte-rendu de toutes les recherches et toutes les informations que tu as pu compiler dans le magazine. Donc un grand merci pour ça. Eh bien, je te remercie également. Et voilà, nous, le but aussi de la maison écologique, c'est vraiment de partager des éléments autour de l'éco-construction. Et pour ça, on va vraiment dans le même sens que Twiza. Le fait de, voilà, ce qu'on appelle l'éducation populaire aussi, hein, parfois, de donner les moyens de faire soi-même, donc d'avancer, de connaître, de découvrir et de, voilà. Donc, merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir, parce que moi, je Avec pense plaisir. que les auditeurs le savent, hein, toi et la Maison écologique, vous n'êtes pas là par hasard. C'est qu'il y a vraiment il y a vraiment une complicité, il y a une complémentarité sur le travail et puis aussi dans la vision et puis le monde qu'on se souhaite les uns les autres. Donc, grand merci pour tout ce que vous faites. Et puis, merci Olivier aussi pour toutes les informations que tu as pu apporter. Avec plaisir. Est-ce Oui, n'hésitez pas, si je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent dans le chat, de voir le lien. Je sais pas si tu l'as mis, et du coup, Gauthier, mais en termes d'optimisation de coûts, moi, je vous aide beaucoup là-dessus, hein. C'est pour ça que quelqu'un parlait de avant le dépôt de permis. Oui, c'est bien de me consulter avant le dépôt de permis parce que on peut modifier des choses et puis sans avoir à faire une modification de permis. Comme ça, on peut déjà voir un petit peu les choses à optimiser éventuellement. Et puis, des fois, vous mettez des dimensions qui sont entre deux et qui correspondent pas à une menuiserie et difficilement à une autre. Et c'est un petit peu. Donc, c'est bien de bouger de 10 centimètres ou des choses comme ça. Donc, autant le faire avant le dépôt de permis. Ça vous évitera de faire des correctifs derrière. Et oui, il y a plein de façons d'optimiser les coûts sur les menuiseries, hein. Là, c'est 13h50. On va peut-être pas déballer là-dedans. Puis surtout, c'est que c'est du cas par cas. Donc, il faut vraiment prendre en compte beaucoup de choses. Mais Virginie a déjà répondu un peu sur cette question-là, quoi. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir, de se dire bon appétit pour certains et bon week-end à tous en tous les cas. Voilà, un grand merci à tout le monde d'être resté aussi longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, on était plus de 40, je crois, oups, sur la fin. Ah, un petit peu moins maintenant. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toutes Merci et tous. à nos intervenants. Merci à vous. Très bon après-midi. À bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Hop, et puis, bah, écoute, Virginie, je te remercie encore, voilà, offline, même si ceux qui sont restés nous entendent encore. Mais encore, voilà, un grand merci pour cette participation. Si des fois, on peut t'aider ou je peux t'aider d'une manière ou d'une autre au sein de Twiza, n'hésite pas à te mettre en contact avec moi. Et puis, Oui, ouais, pas de souci. Ouais. bon week-end. Salut Olivier. Ouais, merci. Et merci beaucoup à Olivier. Merci à toi de ton C'était intervention et de ta présence.